du coup, j'ai choisi pour Novacite les coûts en bourse, le cas Novacite. Donc on va un peu réfléchir à ce que c'est que les coûts en bourse, comment on les cherche, est-ce que c'est intéressant de les chercher, est-ce que c'est pas intéressant de les chercher. On va parler du risk-reward ratio, on va parler de la reproductibilité des choses et de comment durer en bourse. Voilà. Donc ça va être assez rapide, je pense. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai que ça peut être un peu, voilà, un peu complexe. Donc voilà. Bonjour palmarès. Allez, on y va. Donc l'avant-propos, comme à chaque fois, hein, on parle de titres, c'est nos avis propres à Agora et à Calmia Capital. Et ça ne représente absolument pas des conseils d'achat ou de vente. Et si vous voulez faire des achats ou des ventes sur les titres qu'on cite, on vous conseille de prendre conseil auprès de quelqu'un agréé par l'AMF. Donc déjà Novacite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Novacite, c'est une action, comme beaucoup d'actions, qui est à profiter de la crise pour revoir totalement et amplifier son business model. Et au plus haut, elle était à plus 16 000%. Faut bien vous dire déjà, quand vous allez chasser ce genre de score, vous avez très peu de chances de le reproduire. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour retrouver la prochaine Novacite, c'est très compliqué. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont trouvé une action comme Novacite, qui vont dire, putain, ma manière de faire, elle marche, je vais la continuer. Le problème, c'est que c'est pas vraiment qu'elle marche. Vous pouvez juste avoir eu de la chance, d'accord? Donc, déjà, quand vous voyez une action comme Novacite, ou toute autre action qui monte, il faut se poser des questions clés. Donc pourquoi est-ce que ça monte? Donc là, vous voyez que ça monte. On peut répondre à la question. Ça monte à partir du Covid parce que ça a été, enfin, ça a été une des premières entreprises à faire un test Covid. Ce qui est intéressant, c'est quand vous comprenez pourquoi ça a été une des premières. En fait, ça a été une des premières à faire un test Covid parce que les équipes de Novacite, une partie des équipes de Novacite étaient déjà en Chine pour négocier des contrats et faire des tests. Et donc en fait, ils étaient sur le terrain avant les autres. Donc déjà là, vous comprenez qu'il y a un facteur chance. Ça ne veut pas dire que la plateforme de Novacite, elle a été plus rapide ou plus efficace que la plateforme des autres labos. C'est juste qu'ils étaient sur le terrain avant parce qu'ils cherchaient à faire un deal là-bas et du coup, ils étaient déjà présents. Donc ils ont eu l'info et ils étaient sur le terrain et ils ont pu avoir des échantillons et faire des choses beaucoup plus rapidement. Donc ça déjà, quand vous comprenez ça, déjà vous éliminez tout le côté un peu alambiqué qu'il y a dans beaucoup de boîtes comme ça qui explosent, qui est ils ont une techno de fou, de rupture, les autres ont pas la même et tout. Ça, généralement, c'est plutôt faux, hein. C'est-à-dire, vous prenez toutes les boîtes, Facebook, c'est pas parce que ça a une techno de rupture comparé aux autres. Amazon, c'est devenu Amazon, c'est pas parce que ça avait une techno de rupture comparé aux autres. Ils l'ont installé ça dans le temps, mais en fait au début c'était pas du tout ça et c'était plus un facteur chance. Donc déjà vous comprenez que ce facteur chance, le fait que Novacite soit en Chine avant le Covid, enfin c'est très complexe. Vous avez quasiment aucune reproductibilité parce que vous avez aucun moyen de savoir ce genre de choses. Donc déjà c'est c'est un premier point clé à comprendre. Ce truc-là. Après, pourquoi est-ce qu'elle perdait de la valeur avant? Donc quand vous prenez une valeur qui explose, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi un peu son historique. Vous avez beaucoup de valeurs qui explosent comme ça et qui font 10 000%, c'est des valeurs qui se retournent. On les appelle des recoveries. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes au tapis, c'est plus facile d'en monter que quand vous êtes déjà bien valorisé quand vous arrivez en bourse et que vous continuez d'exploser. C'est beaucoup plus compliqué. Mais faut savoir que pour une recovery de temps en temps qui va complètement exploser comme Novacite, vous allez en avoir 500, enfin 499 qui vont faire bien moins, voire 400 qui vont lamentablement retourner là où elles viennent, là d'où elles viennent. Donc déjà c'est important de comprendre un peu l'histoire qu'il y a derrière pour comprendre qu'est-ce qui a raté avant. Est-ce que c'était parce que le marché n'était pas prêt? Est-ce que c'était parce que le management n'avait pas une bonne stratégie? Tout ce genre de choses, c'est des choses intéressantes parce que ça va avoir une valeur après dans votre phase de hausse. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes sur un management qui a toujours été plutôt, on va dire, qui a raté ses opérations d'industrialisation et ce genre de choses, vous êtes sur une startup qui fait un nouveau produit,
Imaginons la startup, elle a pivoté, elle fait un nouveau produit, et vous rentrez dans cette phase d'industrialisation où ils sont déjà plantés il y a 10 ans sur un autre produit. Vous pouvez vous dire, il y a des fortes chances qu'ils se replantent. Donc il faut tout de suite voir les risques et les mettre dans l'équation. Quand quelqu'un s'est déjà planté, il y a des fortes chances qu'il se replante. Après, il peut aussi avoir évolué et s'être amélioré. Mais il faut que vous ayez conscience du risque. Donc ça, c'est que nous apprend l'histoire et pourquoi la valeur, elle a plongé avant. Donc déjà, quand vous avez une valeur qui a bien monté et qui est une recovery, quand déjà vous faites ces 3 étapes, ça vous donne déjà un tableau de la société. Vous pouvez vous dire, je sais plus ou moins pourquoi la société augmente, je sais plus ou moins pourquoi la société, elle baisse. Donc, ça, c'est déjà vraiment l'étape de base. Si vous ne faites pas ça, vous avez de fortes chances, enfin, vous allez rentrer sur une spéculation. Voilà, spéculation, ça peut aller dans votre sens, ne pas aller dans votre sens, ça c'est, enfin, voilà. Mais c'est autre chose. Donc ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle le risk-reward. Donc en fait, quand vous allez étudier la société, vous allez avoir des risques, vous allez avoir du potentiel, vous allez les calculer. Alors c'est très compliqué parce qu'en fait, vous n'allez pas trouver comme en trading un risk-reward ratio, c'est-à-dire votre risque c'est que le trade il baisse de 20% et votre reward c'est que le trade il progresse de 80%. Ça existe en trading. En fondamental c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait quand vous êtes sur des risques, il y a des risques qui ne sont pas forcément très modélisables. Par exemple vous êtes sur une société comme Novacid qui a plutôt raté ses opérations de fusion-acquisition avant la crise. Vous vous dites qu'il y a des fortes chances qu'il les rate après la crise, donc avec le cash du Covid. Mais qu'est-ce que vous allez valoriser dans la société pour valoriser ce risque? Bah, c'est assez complexe. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez avoir votre société, vous allez voir à peu près le chiffre d'affaires, le cash qu'elle peut vous ramener, et après vous allez la discount. Et en fait, plus vous avez de risques, plus vous identifiez de risques, et plus il vous semble violent, plus vous allez augmenter votre discount. Pourquoi? Parce que ça vous fait entre guillemets un matelas. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes sur une société qui marche du tonnerre de Dieu à cause d'une crise, voilà, mais que vous vous dites le management il est très mauvais, bah, vous allez vous dire, je vais discount le cash qu'apporte la crise et la valorisation de la société par rapport à ses concurrents de 50% par exemple. Et là, ça peut être quelque chose. Alors après, vous pouvez vous dire, je vais pas trop discount non plus, parce que si je discount trop, ça revient à dire que, entre guillemets, la société, elle va rien produire. Or, la société leur a vraiment produit quelque chose, et si vraiment les managers ils sont mauvais et qu'ils ont pas enfin, qui sont pas majoritaires au capital, il y a toujours la possibilité que ma société elle se fasse racheter par un concurrent, juste pour que le concurrent mange le cash et les clients de la société, et puis c'est fini. Donc ça, c'est déjà un gros facteur au niveau fondamental. Il faut que vous calculiez vos risk-reward ratio. Je ne peux pas vous donner de formule. C'est-à-dire que c'est vraiment pas comme en trading. Il n'y a pas vraiment de formule. C'est propre à chacun. C'est vraiment, c'est une histoire personnelle par rapport à votre risque, par rapport au rendement que vous espérez de vos investissements. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que plus vous allez vouloir un rendement élevé, plus vous allez avoir un risk-reward ratio qui est fort. C'est-à-dire, c'est quoi le risk-reward ratio qui est fort? C'est-à-dire que plus vous allez attendre un rendement, plus vous avez un potentiel de risque qui va augmenter. Donc plus entre guillemets, la courbe, elle va être, elle va monter dans le diagramme. Et plus la zone rentable va diminuer. Par contre, plus vous avez de potentiel que si vous soyez dans la zone rentable, le chiffre brut que vous rapporte cette zone rentable soit élevé. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Et ça, c'est très bien à comprendre. Vous pouvez avoir un tout petit échec, potentiel d'échec, mais par contre, si vous êtes dans le potentiel d'échec, la société, elle vaut 0. Et vous pouvez avoir un gros potentiel de gain en pourcentage, mais par contre, en valeur absolue, il est peanuts. Vous l'avez par exemple dans certaines obligations. Quand vous faites des obligations, vous avez un gros potentiel de gain en pourcentage, mais par contre, en valeur absolue, le pourcentage d'échecs que vous allez avoir, vous perdez quasiment tout. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à avoir en perspective parce que c'est suivant la construction de votre patrimoine, la construction de votre portefeuille, ce genre de choses. Donc ça, vraiment, sur ce risk-reward, c'est quelque chose d'assez propre à chacun. Vous pouvez le calculer. Moi, à chaque fois que je parle avec des gens comme Value et comme ce genre de choses, on n'a pas le même. Hein.
On n'a pas le même parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions pour la société, on n'a pas les mêmes choses et tout. Mais déjà, si vous êtes dans le mindset de vous mettre dans le calcul du risk-reward et de vous poser sur une feuille et de dire il y a tel potentiel sur Navacite, il y a tel machin, il y a tel risque, ça me donne une valorisation, je discount la valorisation, est-ce que je peux acheter, est-ce que je peux pas acheter, déjà c'est vraiment une bonne chose. À long terme, ça va vous servir. Vous allez peut-être me dire ah j'ai raté un trade en faisant ta technique. Oui, oui, vous allez sûrement rater des trades en faisant ma technique. Le problème, c'est aussi, enfin l'avantage, c'est que vous allez aussi pas prendre des trades qui auraient forcément été perdants pour vous. Typiquement, toutes les trades sur les boosts qu'on vous vend sur Euronext ou ce genre de choses qu'il y a en ce moment, il y en a plein, hein. Et où on vous dit ça peut doubler, mais où en fait le risque que ça baisse de 80%, il est ultra important. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux l'acheter une fois que la société elle s'est stabilisée, que le risk reward est devenu plus intéressant parce qu'il y a des nouveaux éléments qui sont arrivés dans la société et l'acheter au double du prix du moment où vous l'avez vu. Ça par contre c'est autre chose, c'est quand vous avez vu une société qui vous plaît, elle a un mauvais risk-reward ratio, ça veut pas dire qu'il faut que vous la mettiez de côté et que vous disiez c'est une bouse, je la toucherai pas. Vous pouvez dire c'est une bonne société mais elle n'est pas au bon prix, je l'achèterai à tel prix si elle y va, et vous pouvez vous dire aussi je suis pas à même d'évaluer le risk-reward ratio qui me convient, donc, je vais continuer à suivre la société pour voir si les paramètres vont changer. Et si les paramètres changent et me reconviennent, je pourrai prendre position. Et dites-vous bien une chose, c'est que quand vous faites ce risk-reward ratio, vous le faites sur une valeur, mais il faut aussi le faire sur votre portefeuille en temps réel. Pourquoi il faut le faire sur votre portefeuille? Parce que si vous le faites que sur une valeur, c'est limité. Si vous le faites sur tout un portefeuille, vous allez en permanence avoir des sociétés qui ne sont pas dans le même risk-reward ratio. Et ce que vous allez faire, c'est que celles qui en ont un mauvais, vous allez finir par les exclure. Celles qui en ont un bon, vous allez en chercher. Et en fait, ça va faire une rotation de votre portefeuille qui est souvent intéressante. Et surtout, ça vous oblige à avoir un portefeuille toujours plus ou moins diversifié. Et ça, c'est très important. Parce que si vous avez un portefeuille concentré, comme il y a beaucoup de gens qui avaient sur Novacite ou sur ce genre de choses, il suffit qu'il y ait une histoire, une mauvaise histoire qui arrive, et vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que ça va être. Et vous prenez un pain. Typiquement, Solution 30, c'est la même histoire. C'est une très belle société, mais ça fait longtemps qu'il y a des gens qui émettent des doutes sur Solution 30. Quand est-ce que Solution 30 allait se casser la gueule de 40% du jour au lendemain à cause d'un fonds qui émet des doutes? Personne ne pouvait le savoir. C'était pas possible de le savoir. Donc, quand vous rentrez sur ce genre de société, il faut vous dire, je sais que c'est possible que ça arrive, donc il faut que je size ma position, que je prenne une taille de position qui me convient. C'est-à-dire, si demain, quelqu'un parle de solution 30 et dit bah, ça vaut pas grand-chose et que ça perd 50%, ça va pas me pourrir le portefeuille et ça va pas m'empêcher de dormir. Donc il faut toujours que vous ayez cette notion du risque. Et entre guillemets, comme vous ne pouvez pas valoriser ce risque, c'est-à-dire vous ne pouvez pas me dire ce risque il vaut 3 euros par action. Parce que si demain quelqu'un arrive sur n'importe quelle société et vous dit les comptes sont faux, le potentiel de perte par action il est immense. Donc en fait ce que vous allez chercher à faire, c'est modéliser plus ou moins le risque que la société elle soit touchy. Donc ça vous en avez pas mal, Solution 30, ce genre de société, Novacite, il y en a d'autres. Et vous vous dites, potentiellement, c'est vrai que là, il peut y avoir des problèmes parce qu'on est sur des contrats, sur des choses très complexes. Donc, je valorise un risque. Et surtout, j'essaye de prendre d'autres boîtes dans mon portefeuille, pas forcément dans le même secteur, dans le même machin, qui vont diluer ce risque-là. Et ça, c'est déjà important de le comprendre. Donc déjà, il faut calculer en permanence votre risque ratio et pas avoir un portefeuille trop concentré. Si vous avez un portefeuille trop concentré, la plupart des gens vous diront c'est bien un portefeuille très concentré quand on est petit parce que ça permet de créer de la perf. C'est vrai, mais le problème c'est que la majorité des gens, ils vont pas sélectionner des très bonnes valeurs et donc en fait, ils vont avoir une perf qui est pas reproductible et qui est due à de la chance entre guillemets. Celui qui a acheté du Navia à 0,50 ou du Gossin à 0,80 et qui a un PP, c'est pas parce qu'il est bon, c'est parce qu'il a eu de la chance. Et ça, il faut bien vous le dire. S'il y a si peu de gens qui arrivent à multiplier les gains comme ça à l'infini, c'est pourquoi? C'est parce que la part de chance dans le trade, elle est très importante. Donc du coup, ils ont réussi une fois, deux fois, puis la troisième, ça plante lamentablement et au final, ils sont ruinés. Et vous avez eu beaucoup ça sur les biotech. Ceux qui ont fait des magnifiques trades en 2011 et tout. La plupart, vous les voyez plus sur les forums. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont eu de la chance à un moment, mais ils n'ont pas eu une stratégie. Donc du coup, en fait,
Cette chance s'est arrêtée quand les biotech ont toutes arrêté d'exploser pour des raisons sombres. Hein. Dites-vous bien qu'à une époque, Biofitis, quand elle s'est cotée à 8, elle allait à 30 en ligne droite, ils n'avaient rien annoncé. Hein. Donc à l'époque, c'était vraiment... voilà, vous avez... Donc c'est compliqué. Donc voilà, déjà il faut bien que vous compreniez ça. Quand vous êtes dans de l'ultra concentration, c'est très compliqué, ou alors il faut être sur des valeurs que vous connaissez très bien et avec une notion de temps qui est très très longue. C'est-à-dire typiquement vous allez voir quelqu'un comme Philippe sur Twitter qui a un portefeuille assez concentré, mais c'est parce que lui il a une notion du temps long et il n'a pas besoin de l'argent tout de suite. Donc en fait, comme il connaît très bien les boîtes, qu'il a choisi des très belles boîtes et ce genre de choses, ça peut aller, sa concentration. Par contre, si vous avez un optique de concentration avec des boîtes très risquées, comme je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, comme toutes les boîtes hydrogène, entre guillemets, personne à l'heure actuelle peut vous dire si le leader de l'hydrogène demain, ça sera McPhee, HRS, Air Liquide ou un autre. Personne ne peut vous le dire. Donc si vous avez un portefeuille très concentré là-dessus, en fait, votre risque, il est immense. Parce que peut-être que votre reward, elle peut être immense. Mais entre guillemets, si vous vous plantez, vous perdez tout et vous cassez votre portefeuille. Et c'est pas vraiment ce que vous cherchez à faire. Mais c'est vrai que ce que les gens vont vous vendre sur internet et tout, c'est plutôt ce potentiel de zones rentables avec des zones rentables entre guillemets qui sont parfois très petites, mais qui en valeur brute sont très très forts. Donc vous allez voir tous les gens qui vont vous parler de leur stratégie option, de ce genre de choses, de faire 15 000%, ils ont trouvé le prochain Novacite à 16 000%, ce genre de choses et tout. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de cette stratégie. Moi j'en ai vu beaucoup quand Novacite était à 5, 6, 7, quand on vendu, qui sont allés sur d'autres boîtes comme DBT, ce genre de choses, et qui disaient ah c'est la prochaine Novacite et tout. Et ils ont eu tort. Ils ont eu tort. Et il y en a beaucoup qui se sont plantés. Donc il faut faire très attention quand on fait ça. Et il faut toujours être assez bien diversifié. Sinon ça finit toujours par nous jouer des tours. Parce que croire que vous avez la martingale en bourse et que vous savez identifier les sociétés quand tous les autres ils n'y arrivent pas, c'est vraiment se prendre pour ce que vous n'êtes pas quoi. C'est-à-dire que si les fonds ils n'y arrivent pas, si d'autres particuliers n'y arrivent pas, comment est-ce que vous, petit pépé derrière votre PC, vous auriez la capacité d'identifier les stocks qui vont surperformer chaque année et on est bien sur de la surperformance XXL. C'est-à-dire si vous me dites je suis un PP et je fais 40% par an, je te dirais c'est possible. Tu vas toujours avoir des années en plus et en moins, mais j'en connais qui font ça. Ça demande une très forte stratégie qui se met dans le temps, ce genre de choses, mais j'en connais qui font ça, des mecs comme Value et tout. Enfin, on est plutôt en dessous de 40%, on est plutôt vers 30%, mais j'en connais qui sont un peu... Voilà. Par contre, des PP qui font 150-200% par an, j'en connais pas. Hein. Ou alors c'est que vous avez un risk-reward ratio complètement déraisonné et que vous êtes vraiment dans des choses où du jour au lendemain vous allez tout perdre très rapidement. Ou que vous avez profité d'une énormité de marché. Donc typiquement oui, l'année dernière c'était possible d'être un PP et de faire 200% parce que les marchés ils étaient cassés et vous achetiez n'importe quelle daube après la crise quand elle était au fond du gouffre et ça remontait. Donc voilà, c'est c'est assez complexe. Et dites-vous bien, une chose, c'est que si quelqu'un fait 30% par an, moi je l'ai fait pendant un certain temps. Maintenant je suis un peu en dessous. Mais je l'ai fait pendant un certain temps. Si vous faites 30% par an, vous faites forcément, vous allez un jour ou l'autre, vous manger des pains très violents. Et surtout, vous allez devenir très très riche. Donc ça pose un problème. Soit ça veut dire que, entre guillemets, votre stratégie, elle ne marche que dans une micro-niche. Donc ça existe. Vous avez certains traders sur des actions, des small caps très particulières, qui font des perfs de 1% par jour ou ce genre de choses, mais ils peuvent le faire que sur 20 ou 30 000 euros. Dès qu'ils sont au-dessus, ils sont obligés de sortir le cash parce que s'ils commencent à mettre plus, leur stratégie, elle ne marche pas. Donc ça, c'est possible. C'est des micro-niches. Déjà, c'est épuisant physiquement et mentalement parce que généralement tout le monde veut aller vous prendre dans votre niche et donc le jour où elle est plus rentable, bah ça peut très vite aller très mal parce qu'il faut en trouver une autre. Et donc voilà. Mais si par contre votre stratégie c'est une stratégie long terme qui marche plus ou moins longtemps dans le marché, que vous faites 30% et que vous pouvez prendre des positions assez fortes en valeur, hein, et que vous avez un truc assez diversifié, vous allez très vite devenir millionnaire, voire plus après. Donc c'est pas, enfin, si vous voyez beaucoup de gens qui vous disent ça, c'est pas possible.
Ou alors vous voyez au niveau de leur vie, voilà, ils vont en vacances, ils font des trucs, ils ont une belle villa ou ce genre de choses. Et c'est pas le cas de la majorité des gens sur Twitter et même sur Boursorama. Donc c'est qu'il y a un problème dans l'histoire. Donc voilà. Euh, Ça, c'était sur le risk-reward ratio. Et vraiment, je vous encourage à vraiment maîtriser cette notion que tout trader, en plus si vous êtes trader graphique, c'est vraiment une notion qu'il faut maîtriser et qui n'est pas assez souvent explicitée sur Twitter et tout. Mais vraiment, et après, même si vous êtes fondamentaliste, je vous encourage à vous importer dans votre méthode cette façon de faire du risk-reward ratio parce que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Donc après, vous allez, euh, vous allez chasser, entre guillemets, les mirages quand vous allez chasser les boîtes comme Novacite. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des gens qui vont trouver ces boîtes-là vont vous dire qu'ils ont eu un process, qu'ils ont trouvé des informations. Déjà, ça, c'est assez faux. C'est plus que leur process a marché parce qu'il y a eu une part importante de chance. En plus, vous allez chasser des situations qui sont très complexes. Donc plus les situations sont complexes, plus vous avez de chances de vous planter. C'est-à-dire quand vous allez dans des recoveries, forcément vous allez chasser des situations d'entreprise qui sont très complexes. Parce que si c'était que des entreprises comme Novacite qui sont dans une crise qui va faire exploser leur business plan, enfin bon, tout le monde serait riche et la bourse serait simple. Donc vous allez chasser des sociétés qui sont assez complexes et du coup vous avez des potentiels de mal comprendre la société ou de vous faire avoir dans la compréhension de la société qui est vraiment très très importante. C'est vraiment vraiment très très important. Typiquement, pendant un temps, vous avez eu tout le marché qui s'est excité sur Amoeba. Amoeba, c'est une société que je suis depuis longtemps. Il était clair qu'ils n'allaient pas réussir ce qu'ils nous disaient et que la moitié des trucs qu'ils commençaient à mettre en commentaire, c'était plutôt et le jeu de piste qu'il faisait sur internet, c'était plutôt pour appâter le chaland sur Boursorama et lui faire croire qu'il allait avoir une autorisation de mise sur le marché du produit, plutôt que vraiment le fait que leur business avance et que leur truc soit on tracks pour changer et qu'ils n'ont pas eu de chance au premier passage réglementaire et que là ils vont avoir un peu plus de chance. Donc typiquement, là vous voyez, c'est des sociétés très complexes. Après, ça ne veut pas dire qu'une société très complexe, vous ne pouvez pas faire de profit. C'est-à-dire que typiquement, ceux qui ont été sur Amoeba, ils ont pu jouer à la spéculation. Mais du coup, si vous jouez à une spéculation et que vous savez que cette spéculation, elle est plus ou moins virtuelle, elle est entretenue par la boîte, ça vous donne une autre vision de la société et une autre vision de comment faire. Et sachez qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette spéculation. Moi, le premier, je pratique cette spéculation sur certaines sociétés. Je n'en parle pas sur Twitter parce que ce n'est pas des sociétés que je veux voilà, mettre en avant. Mais par contre, je sais qu'il y en a plein qui en parlent sur Twitter et qui sont bien conscients que la société c'est une bouse, mais qui font monter le truc parce que comme ils sont dans le bateau, ils se disent si le bateau il prend un peu de vitesse, ça va me permettre de faire de la plus-value et du coup je vais comprendre. Donc ça, il faut bien vous dire aussi quand vous êtes dans une société un peu comme ça en recovery, tous ceux qui détiennent la société, ils vont avoir tendance à vous la mettre plus blanche que blanche et plus dorée que dorée en vous disant que c'est magnifique, que tout est beau, que tout est fou. Vous avez eu le cas sur Navia, tout il était beau sur Navia, la société était magnifique, ça faisait des déploiements comme pas possible. Voilà, les gens ils étaient, c'est la seule qui est au niveau 4. Le problème de la vitesse de Navia c'est pas vraiment un problème. Ils vont s'améliorer, ce genre de choses. Enfin, beaucoup beaucoup de choses. Or, il était clair que Navia est une société qui a du potentiel, qui a de la techno, qui a une très très bonne techno sur certains points, mais par contre, effectivement, il y a des problèmes techniques assez forts. Est-ce qu'ils vont réussir à les résoudre ou pas? Enfin voilà, c'est pas en voyant des mecs vous prendre le chou à chaque fois que SoftBank ou qu'un mec publie un vague truc sur Twitter en vous disant c'est la start-up du siècle que ça va changer quoi que ce soit. C'est voilà. Donc il faut en avoir conscience. Là-dessus, c'est important d'en avoir conscience. Donc vraiment ça, très très important. Il faut que vous arrêtiez de chasser les mirages, parce que ça c'est ce que va vous vendre tout le monde. Donc de temps en temps, il y a un truc comme Novacite qui va vraiment très bien réussir. Et tout le monde va vous dire c'est le mirage. Et après, surtout, quand vous avez une valeur comme ça magnifique, faites très attention à long terme. Parce que vous avez des fortes chances que sur ces mirages-là, il y ait des retournements très violents. Voilà.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Parce que le cas Novacite, c'est un exemple de ça. C'est vous avez une société qui délivre, qui est aidée par son marché. Vous avez tout le monde qui commence à dire ah, elle est allée à 10, elle va aller à 35, à 40, la boîte elle va prendre le marché de tout le monde aux UK sur le test et tout, machin. Et là c'est un peu dangereux. C'est même très dangereux. Parce que vous rentrez dans l'exécution d'une société. Et c'est quand même très compliqué pour une société de passer de je fais pas grand chose à je vais exécuter des gros contrats avec des États, je vais pas avoir de problème et tout va se passer comme il faut. Si les gros groupes ils ont souvent des problèmes, ils ont souvent des emmerdes, ce genre de choses, dites-vous bien qu'une petite PME qui avait quasiment rien fait et qui du jour au lendemain se retrouve avec des contrats, des machines à produire, des tonnes d'hôpitaux à servir et ce genre de choses, c'est très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Le moindre mec qui a vraiment travaillé dans une boîte au niveau de l'exécution d'une société en scale, il verra que c'était très compliqué. Et quand vous parlez à un investisseur, et ça je vous invite toujours à le faire, c'est de parler à des investisseurs, mais des gens qui sont vraiment dans les boîtes, des VC, des mecs du private equity, ce genre de choses. La partie la plus dure du portefeuille, c'est quoi? C'est pas d'identifier des pépites. Ça, c'est facile. Vous allez en trouver plein. Des sociétés dans lesquelles vous dites la technologie elle est intéressante, ce genre de choses. Ça, on va en trouver plein. C'est pas vraiment de faire prendre au début la société. Ça, vous allez avoir de la casse, mais c'est plus ou moins simple. Le problème le plus crucial, c'est le moment où vous allez vraiment avoir ce scale et vous commencez à avoir cette traction. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous êtes dans le TGV et vous posez les rails en même temps que le train il accélère. Donc vous vous rendez compte que dès qu'il y a une bifurcation, une connerie devant ou quelque chose qui ne va pas sur la voie, vous avez de fortes chances de dérailler. Donc quand vous avez une société comme Novacite, il faut vous dire la chance de dérailler, elle est quand même vachement importante. Donc quand vous êtes à 10, 12, 11 euros, vous pouvez vous dire, oh la chance de dérailler quand même, faut la prendre en compte, c'est quand même assez important. Ce qu'il faut aussi que vous regardiez, c'est que généralement, quand vous chassez les mirages, vous avez toujours une période vraiment où sky is the limit. C'est quoi cette période-là? C'est le management qui va communiquer de façon très bonne. Chaque fois que le management communique, tout le monde est dit c'est génial, c'est super. Donc ce que vous avez sur Novacite, c'est ça, c'est ce qui s'est passé au S1 de cette année, c'est-à-dire enfin au S1 de l'année dernière, pardon. C'est le management incorpore des actionnaires qui sont connus pour faire un peu de pump sur Twitter, enfin pour faire des trucs de qualité sur Twitter. Il se passe plein de choses, le management communique des contrats, ce genre de choses, et puis après vous tombez souvent sur ces pépites à des moments où vous êtes en période de creux, entre guillemets. La société, elle publie plus. Quand la société, elle publie beaucoup moins, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors il y a plein de gens qui vont vous dire ouais mais les sociétés elles publiaient beaucoup, maintenant elles publient moins parce que voilà il y a moins d'indire, ce genre de choses. C'est assez dangereux. Quand une société a l'habitude de beaucoup communiquer à la sortie d'une recovery puis elle s'arrête d'un coup, généralement c'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle a plus de choses à vous communiquer, elle a utilisé toutes ses cartouches. Et entre guillemets, si elle a utilisé toutes ses cartouches, pour vous, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Parce que ça veut dire que la traction, elle est plus à long terme qu'à court terme. Et comme entre guillemets, juste avant, elle a utilisé beaucoup de cartouches et fait beaucoup de bruit, son cours de bourse, il a de fortes chances d'avoir incorporé beaucoup de choses, dont des choses qui peut-être n'ont pas été entièrement exécutées pour le moment. Donc, est-ce qu'il faut que vous valorisiez dans le cours de la société des contrats ou des produits qui n'ont pas forcément été mis sur le marché, des contrats qui n'ont pas forcément été exécutés en totalité ou ce genre de choses? Ça, c'est toujours très compliqué. Et ça, je vous encourage de le faire. C'est à mettre dans votre risk-reward ratio. Moi, par exemple, quand j'ai une société qui a eu beaucoup de contrats et que je trouve que les contrats, ils ont été valorisés dans le cours de bourse, mais que la société n'a pas délivré ses contrats et qu'il y a un risque sur la délivrance de ces contrats, généralement, je discount la société. Et le discount, il peut être assez violent. Typiquement, quand vous prenez une société, vous pouvez prendre un très bon exemple. Vous avez Technip Energy, avec beaucoup de gens qui vous disent que Technip Energy, c'est une société qui est pas chère du tout, parce que ça a beaucoup de cash. Oui, mais vous avez beaucoup d'avance sur contrat, en fait, sur Technip Energy. Et Technip Energy, ils font des contrats aussi sur, entre guillemets, le l'éolien en mer. Et en fait, ce que vous voyez sur l'éolien en mer, c'est que si vous prenez des gros projets d'éolien en mer, vous avez souvent des problématiques d'installation de machines et vous avez des problématiques de retard.
Et du coup, là, vous vous rendez compte qu'en fait, sur Technip Energy, c'est pas cher, mais vous vous dites, si dans un des contrats cadres de Technip Energy, il y a un problème sur le chantier, qu'est-ce que ça va faire dans ma valorisation de Technip Energy? En fait, votre valorisation, elle va prendre un coup d'accordéon très très fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez déjà eu le cash du contrat, mais vous avez un risque cash pour la société Technip Energy si elle n'exécute pas correctement son contrat. Et comme c'est des marchés sur lesquels l'exécution est très complexe, vraiment très très complexe, vous pouvez les voir, hein, il y a plein de rapports, vous allez voir les rapports de DSNS et d'autres sociétés sur les éoliens en mer, et vous verrez que c'est des contrats très complexes, des manières de faire très complexes, et donc c'est pas si sûr. Donc il faut bien vous dire, voilà, j'ai une société, elle est pas chère. Pourquoi est-ce qu'elle est pas chère? Et qu'est-ce que ça va jouer dans mon raisonnement, ce risk-reward? Ah, par contre, vous allez avoir plein de gens qui vont ouvrir les comptes, qui vont vous dire, putain, la société, elle vaut 1 milliard, elle a 800 millions de cash, elle est pas chère. Ils savent pas que le cash, il vient d'avance de clients, ils savent pas qu'il y a des risques sur les chantiers, ils savent rien. Mais par contre, ils vont vous assurer que c'est la pépite du siècle. Bon, la plupart, ils sont là pour 6 mois, hein. C'est-à-dire, ils l'achètent à 10, ils essayent de la vendre à 15, puis après, ils s'en vont, et puis la boîte, ils s'en foutent. Donc, ça, c'est toujours des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et donc, du coup, vous voyez bien que vous avez une vision de vos gains qui est assez claire. Et en fait, bah, cette vision des gains, elle est beaucoup plus faible que celle que vous avez. C'est-à-dire, vous dites, ma stratégie, elle me permet d'avoir des gains dans telle et telle condition, mais en fait, votre stratégie, elle est pas forcément si bonne que ça, et elle peut vite être bonne parce qu'il y a eu un élément de chance. Et ça, vous le verrez vraiment qu'avec le temps. C'est-à-dire, quand une stratégie est bonne, elle marche 3 4 ans. Si votre stratégie elle a été bonne en 2020 et qu'elle n'est pas bonne en 2021, il faut bien vous dire qu'en fait c'est plus que vous avez eu de la chance en 2020 que le fait d'avoir eu une bonne stratégie en 2020. Et ça c'est très important parce qu'il y en a des choix, ils ont une bonne stratégie en 2020, elle n'est pas bonne en 2021, ils vont continuer à la faire, et puis au bout de 4 ans ils vont se dire ah putain ma stratégie était vraiment naze, tout ce que j'ai gagné je l'ai perdu. Parce qu'il faut vous remettre en question assez vite sur ce genre de stratégie et vite vous dire et reprendre vos anciens dossiers et vous dire est-ce que j'ai eu de la chance? Est-ce que c'était prévisible ce qui s'est passé ou est-ce que ce qui s'est passé c'était de la chance? Typiquement, vous avez eu une OPA sur une société, vous n'aviez pas prévu l'OPA, c'est de la chance. Moi, je peux vous dire qu'il y a quelques années, j'ai eu pas mal d'OPA sur 2 ans de suite qui m'ont fait exploser mon retour sur investissement, c'était de la chance. C'est-à-dire si je commençais à dire aux gens, je sais comment identifier les dossiers qui vont avoir des super OPA, c'est full bullshit. Parce que c'est de la chance. Et typiquement, je peux vous le dire, cette période-là, c'était 2014-2016, je crois. Et après, 2017-2018, j'ai quasiment eu aucune OPA dans le portefeuille. Donc ça veut bien dire que c'était pas une capacité d'identifier des sociétés qui allaient faire face à des OPA, mais c'était aussi une chance et puis un moment de marché qui était un peu atypique avec des sociétés qui étaient un peu différentes, ce genre de choses. Donc vraiment, il faut toujours vous dire dans votre stratégie la part de chance, il faut l'extraire, vous dire c'est bien. Imaginons, vous êtes quelqu'un qui regarde des recoveries, vous avez vu la recovery de Novacite à 15 centimes parce que vous avez des premières infos, vous avez mis un billet, et imaginons vous avez mis 5000 euros parce que vous mettez 5000 euros sur chaque recovery que vous trouvez intéressante, ça vous donne un rendement intéressant, voilà, c'est une stratégie qui marche, et là, sur cette ligne, vous la vendez à 10 euros et vous avez gagné 700 000 balles. Très bien pour vous. Très bien pour vous. Par contre, il ne faut pas vous dire que votre stratégie, elle est meilleure qu'avant. Non, non, c'est juste que vous avez eu un élément de marché qui est de la chance, qui a provoqué une explosion de votre rendement, tant mieux pour vous, mais la reproductibilité de ça, elle est quasiment de zéro. Typiquement, moi, quand j'investis dans des startups, c'est un peu la chose. Si j'extrais certaines années, il y a certaines années où j'ai fait que des bons dossiers. Est-ce que c'est reproductible? Absolument pas. C'est des années où, en fait, j'ai eu de la chance dans mes choix de dossiers. J'ai toujours les mêmes critères de choix, mais il y a des années où ça marche mieux et des années où ça marche moins bien. Et ça, voilà, il faut toujours l'avoir en balancier dans votre réflexion. Voilà. Donc déjà, pour l'avoir en balancier, on va mettre un peu la performance des stocks. Donc là, vous êtes sur Russell 3000, donc les PME américaines. D'accord? Et donc vous voyez que la médiane, bon, elle est assez basse. D'accord? Et vous avez des extrêmes. Et vous avez des extrêmes qui sont très violents. Et entre guillemets, par contre, vous avez beaucoup de tout le milieu qui est assez faible.
Pourquoi est-ce que vous avez des extrêmes qui sont très violents? Parce que vous allez avoir des boîtes qui sont magnifiques, Amazon, machin, qui vont faire des rendements magnifiques. Trouver ces boîtes-là et vouloir trouver que ces boîtes-là, c'est pas une bonne chose. Parce que vous allez jamais y arriver et vous allez vous mettre en risque. Et en fait, généralement, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir quelques boîtes là et beaucoup de boîtes qui produisent rien du tout. Et c'est très compliqué. Et ça, c'est un peu le business des mecs qui sont en early stage, en venture capital et ce genre de choses et qui sont vraiment au tout début de la vie des sociétés. Ils sont obligés d'avoir beaucoup de dossiers parce qu'en fait, ils ont très peu de dossiers qui vont fournir énormément de rendement, mais ils ont beaucoup de boîtes qui vont mourir, tout simplement. Donc plus vous avez un risque important, plus il faut que vous ayez une diversité de sociétés qui est importante. Parce que si vous me dites, je chasse les sociétés pardon, qui font d'énormes performances, mais j'ai que 10 titres dans mon portefeuille, je vous dirais, à long terme, t'es fou. Ou si tu réussis, c'est soit parce que t'es un génie, c'est possible, hein, c'est rare, mais c'est possible, soit parce que t'as eu beaucoup, beaucoup de chance. Et généralement, ceux qui me disent ça, qui ont peu de stock et qui réussissent, ils ont beaucoup de chance, 1, 2, 3 années, mais ils durent jamais 40 ans. Or, en bourse, ce que vous cherchez, c'est aller chercher les intérêts composés et le fait de durer. Donc le but, c'est pas de passer de 0 à 500 000. Parce que ça, avec de la chance, sur Novacid, vous avez bien investi, vous avez de la chance, vous l'avez fait. Non, l'important c'est d'arriver à passer 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions, et d'avoir une certaine création de valeur et de vous sécuriser dans le temps. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et je peux vous dire que sur le Twitter français, il y a beaucoup de gens, ils sont pas du tout à ces sommes-là. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus. Enfin, qui parlent beaucoup moins, qui ne font que de la bourse et que de l'investissement et qui sont bien plus hauts que ces valeurs-là, donc ils font vraiment et qui ont vraiment une stratégie qui fonctionne. Donc ça, il faut faire attention parce que vous avez beaucoup de gens, ils font beaucoup de bruit, mais ils n'ont pas vraiment une stratégie qui fonctionne autre que celle de tondre les autres. Donc ça, voilà. Donc dites-vous bien, l'important, c'est vraiment d'aller chercher, de vous dire, quand vous avez des extrêmes winners, vous pouvez aller chercher ces extrêmes winners, c'est-à-dire créer toute une manière de chercher ces sociétés et une vision de chercher ces sociétés. Moi, c'est ce que je fais. Par contre, comme je sais que quand j'en ai un dans mon portefeuille, il y a une forte probabilité que ça soit de la chance aussi, enfin qu'il y ait une forte probabilité dedans que la manière dont s'est développée la société et qui lui a permis de devenir un extreme winner, ça soit un peu de la chance, je contrebalance cette chance en mettant un certain nombre de sociétés dans mon portefeuille pour avoir une diversité du risque qui est important et du coup je limite grandement mon risque sur certains dossiers. Et par contre, ce qui m'arrive de faire, c'est quand j'ai des dossiers qui vraiment ont très très bien performé et qui changent d'échelle et que j'ai acheté assez bas, ça peut m'arriver de renforcer beaucoup plus cher et de me dire tiens, la société elle a changé, sa manière de faire elle a changé, on a passé ce premier pivot d'explosion de la croissance et du coup bah voilà, je commence à faire et voilà. Et typiquement c'est ça que vous allez chercher parce que celui qui vous dit j'investis dans le software as a service sur la bourse de Paris, j'ai tout mis sur Esker il y a 10 ans, je suis le roi des patates et je vous dis maintenant d'acheter je sais pas mettons, de mettre tout sur Whitby, est-ce qu'il avait la capacité de savoir qu'Esker allait devenir Esker maintenant? À mon avis, pas. Et à mon avis, est-ce qu'il sait ce que Whitby va devenir dans 10 ans? Je pense pas. Alors il va peut-être avoir de la chance 2 fois de suite. Ça, c'est possible, hein. Ça existe. Mais entre guillemets, c'est beaucoup plus intéressant quelqu'un qui va vous dire j'ai observé le marché du software as a service en France, je trouve que c'est intéressant d'avoir de l'Esker, du CAS, du machin, du truc, du bidule, et en fait il va vous faire un portefeuille à 5 ans, et vous allez avoir 5, 6, 7 valeurs, et à la fin vous faites les comptes 5 ans plus tard. Et si vous avez bien sélectionné vos sociétés, généralement vous en avez 2-3 qui sont en forte hausse, le reste, genre 2 qui sont moyennes flat, et puis vous en avez 2, c'est un peu compliqué. Donc voilà, plus vous identifiez correctement les sociétés, plus entre guillemets vous allez avoir des sociétés qui vont être flat ou qui vont pas produire grand chose ou pas faire de la surperformance par rapport au marché dans leur globalité, et plus vous allez réduire le nombre de sociétés qui vont se casser la gueule. Plus vous cherchez entre guillemets un rendement mirifique à très long terme, enfin à très court terme, plus vous avez de risques aussi, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire un rendement très important si vous êtes sur 30 ans ou 40 ans.
Si vous êtes sur 30 ans ou 40 ans, vous allez sélectionner des sociétés comme Apple, comme machin, comme truc, comme PayPal, ce genre de choses, et vous faites un pool de sociétés, et vous vous dites, ouais, dans 20 ans, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de sociétés qui aient fortement progressé. Et ça, vous pouvez le trouver dans plein de sociétés. Si vous faites des biotech dans les années 2005 sur le Nasdaq, vous prenez les biotech des années 2005 sur le Nasdaq, vous sélectionnez très bien vos dossiers, vous faites un vrai travail pour sélectionner les dossiers qui ont le moins de risques et le plus de reward potentiel, vous prenez 20 dossiers et vous allez voir que si vous calculez maintenant, vous avez des super rendements. Alors il y a quelques biotech qui vont s'effondrer, ce genre de choses. Mais après voilà, après ça dépend du moment. Plus vous entrez tard dans le cycle, plus entre guillemets vous avez peu de chances d'avoir une moyenne de sociétés qui réussissent de façon excellente à faire d'excellentes performances qui soit important. Donc plus vous rentrez tard dans le cycle, plus je vous encourage à diversifier parce que plus vous avez de risques, hein. Ça c'est. Après la question c'est où est-ce qu'est le top du cycle. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais typiquement, vous pouvez vous dire que par exemple, si vous êtes rentré dans les valeurs hydrogène fin 2020, début 2011, vous êtes rentré dans un cycle qui était quand même assez violent. Ça peut valoir le coup de reprendre un peu de plus-value et d'aller les mettre sur d'autres cycles. Enfin, sur d'autres sociétés qui sont à d'autres niveaux de cycle. Ce genre de choses. Donc ça, il faut bien vous le dire, hein. C'est assez important. Donc là, voilà. Quand vous cherchez des sociétés, et là on va vraiment être dans l'univers, on est vraiment dans l'analyse fondamentale, il faut vous inspirer vraiment de là où on est dans le cycle de la société. Vraiment, ça c'est très important. Essayez de définir là où on est dans le cycle de la société. Est-ce qu'on est dans la R&D? Est-ce qu'on est voilà, dans l'amorçage, dans le capital risque, dans le capital développement, ce genre de choses? Et dans chaque cycle, vous avez des sous-cycles, entre guillemets. Voilà. Et vous allez chercher différentes manières de faire, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment très important. Donc là, j'ai mis le cycle pour le private equity, mais vous pourriez prendre le cycle d'une technologie, ce genre de choses. Vous avez des cycles sur beaucoup de choses. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez les différents cycles, que vous analysiez votre boîte pour la situer dans les différents cycles, et après, ça vous donne une certaine matrice, et avec cette matrice, vous pouvez plus ou moins travailler. Donc ça, voilà, c'est assez intéressant. Hop là. Donc là, voilà, ce que je vous ai montré, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour montrer l'exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc quand vous êtes un VC, hein, d'accord, vous avez 6% de vos deals qui vont produire 60% de votre retour. Donc ça montre bien que quand vous êtes dans du très agressif, il faut obligatoirement être diversifié parce que c'est une petite partie de vos deals qui vont vous remporter la majorité. Et vous dire, je vais maximiser la chance d'avoir des deals réussis, c'est complexe, hein. Parce que ça, beaucoup de gens ont voulu le faire et peu de gens y arrivaient. Donc me dire que vous, en tant que petit particulier nouveau dans la bourse ou pas nouveau, ou même moi, je vais faire mieux que les professionnels et je sais mieux trouver les bonnes valeurs et tout, c'est assez complexe quand même. C'est même très complexe, hein. Vous êtes vraiment là dans une vision où vous vous mettez un peu sur un piédestal, hein. Donc ça, il faut faire attention. Donc là, voilà, vous avez la vision du marché. Donc ça, c'est tous les jours de marché. Et vous voyez, vous avez des jours de marché excessifs à la hausse, des jours de marché excessifs à la baisse. Donc ça, pourquoi je vous ai mis ça? C'est pour vous montrer que les extrémités, c'est quand même quelque chose de très faible. Vous voyez bien, si vous prenez sur les 10 dernières années, donc ça commence à faire beaucoup, et que vous prenez tous les jours de bourse, vous êtes généralement en vaste majorité entre moins 1 et plus 1%. Et vous n'êtes pas dans ces extrémités de marché là. Donc quand vous allez tomber sur des traders qui vous disent par exemple je fais de l'argent quand le marché il a une grosse volatilité, vous pouvez vous dire que le marché structurellement il a quand même pas une très grosse volatilité si vous regardez au jour le jour. Si on regarde sur d'autres unités de temps qu'au jour le jour, c'est un peu différent. Si vous regardez sur des unités de temps de semaine ou de ce genre de choses, il y a des choses qui changent. Mais vous voyez bien que les extrêmes vraiment c'est quelque chose, et aller chasser ces extrêmes là, c'est complexe. Vous dire par exemple, quand il y a un extrême
à la baisse sur le Nasdaq ou sur le S&P 500, imaginons vous avez -7, vous avez très peu de chances que ça soit suivi d'un autre extrême à la baisse. Donc vous pouvez vous dire, je vais faire un arbitrage, je vais acheter un produit dérivé qui va matcher s'il n'y a pas la même baisse le lendemain ou ce genre de choses, et je vais faire un arbitrage là-dessus. Typiquement, vous avez eu la même chose quand il y a eu les vaccins qui ont été annoncés, vous avez toutes les valeurs Covid qui ont complètement dévissé de manière déraisonnable, il y avait un arbitrage à faire. Mais ça peut pas être votre stratégie tout le temps. C'est votre stratégie, entre guillemets, quand le marché vous donne des opportunités, entre guillemets, folles. Mais vous pouvez pas juste attendre les opportunités folles, parce que ça se présente une fois de temps en temps, et pendant 3 ans, vous pouvez ne pas en avoir, et puis vous pourrez en avoir aussi 3 d'affilée. Ça dépend de la période, ça dépend de ces choses-là, et en plus, ça vous oblige à être très très réactif, hein, parce que ces opportunités-là, elles durent pas très longtemps, donc il faut que vous soyez tout le temps derrière l'écran. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui est tout le temps derrière son écran à profiter des marchés, hein. Donc voilà. Donc le but en bourse, c'est de durer. C'est là que vous ferez de la performance. Donc il faut bien vous dire que votre stratégie, c'est les racines de votre portefeuille. Et le temps, c'est ce qui va permettre à votre portefeuille de grossir, de faire des feuilles, de monter l'arbre très haut et d'avoir un beau feuillage et tout le bordel. Donc si vous avez des mauvaises racines ou si vous avez des racines un peu bancales et tout, votre arbre, il peut grandir très vite au début, et puis généralement après il va se casser la gueule et vous allez dire ah je comprends pas, ah j'ai grillé. Vous pouvez aller voir, hein, moi j'en connais beaucoup, dont des gens voilà, qui ont 20 ans, qui ont réussi à faire 200 000 euros l'année dernière sur les marchés en mettant 10 000 balles et qui ont tout perdu cette année, hein. Et je peux vous en citer un certain paquet. Donc vraiment le but, c'est vraiment de durer. Et le coup à la petite semaine, il faut vraiment que vous le mettiez de côté. Ça vous apportera pas grand-chose. Après, parce que c'est quand même le sujet, on va parler de Novacite. Donc quand vous regardez Novacite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sur le cas de Novacite, il y avait un contrat avec le gouvernement anglais, il y avait une reconduction possible et la reconduction elle n'a pas eu lieu. Alors quand on regarde, déjà la reconduction elle aurait dû avoir lieu il y a plusieurs semaines et elle n'a pas eu lieu. Donc déjà quand vous suivez le dossier, que vous êtes vraiment au courant du dossier, vous pouvez vous dire ils n'ont pas communiqué à la bonne date sur la reconduction du contrat, ça veut dire qu'ils discutent. Donc vous pouvez vous dire, potentiellement, quand on discute, vous n'êtes pas dans la discussion, vous ne savez pas s'ils discutent pour un contrat qui est plus gros, ou s'ils discutent pour annuler le contrat, ou s'ils sont pas d'accord sur le prix, vous pouvez rien savoir. Ça peut être A comme B. Mais par contre, vous pouvez vous dire, la discussion dure plus longtemps, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc après, c'est un coin flip. C'est-à-dire ça peut être à votre faveur comme en votre défaveur. Mais du coup, si vous me dites que j'ai 50% de mon portefeuille sur Novacite, mais parce que j'ai investi très tôt et que j'y crois, bah vous pouvez vous dire, attends, là, ça fait 2 semaines en plus par rapport à la deadline prévue. Donc, est-ce qu'il ne faut pas que je me pose la question, que j'arbitre un peu, quitte à me dire, le contrat il va être plus gros que prévu, la société elle va aller à, je sais pas, à 12 euros d'un seul coup. Mais par contre, si le contrat il est moins gros que prévu ou s'il y a un problème, la société elle va passer de 8 à, je sais pas, à 4. Et vous vous dites, potentiellement, vaut mieux que je liquide une partie, que j'assure mes gains et que je sois tranquille dans ma tête et tout, ou sinon, si vous me dites que vous êtes prêt à prendre le risque, vous êtes prêt à le prendre. Mais ça, c'est chaque personne qui choisit son risque. Moi, j'ai des sociétés sur lesquelles je suis prêt à prendre le risque, d'autres non. Ça dépend vraiment de votre vision de la société, et ça dépend de ce genre de choses. Et dites-vous bien quelque chose, il ne faut pas que vous le regrettiez. Si vous vous dites, si je perds 50%, je vais le regretter, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de votre coup. Et ça, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de votre risk-reward. Et ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Et qu'il ne faut pas faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que retourner dans son cerveau ses coups en bourse et dire si j'avais fait ça, si j'avais pas fait ça, si j'avais changé ça et tout, c'est vraiment pas une bonne chose. C'est la meilleure chose pour perdre à long terme. Parce que vous allez finir par faire des coups un peu en vous disant tiens, j'ai pas fait ça la dernière fois, donc je vais faire ça là, je suis pas vraiment sûr, mais je vais quand même le faire. Ou je vais suivre telle personne parce qu'il a l'air meilleur que moi, je l'ai pas vraiment. Enfin, il a bien publié sur Twitter et tout, donc je vais suivre ce qu'il me dit. Et voilà. Et vraiment, il faut que votre stratégie, elle soit vraiment claire, établie. Même quand vous êtes en analyse fondamentale. Enfin, même quand vous êtes en analyse fondamentale. C'est comme en trading, il faut vraiment que vous ayez une stratégie bien établie. Donc après, la question elle est quoi? Moi je vais vous dire, j'ai vendu Novacite.
Alors, j'ai vendu Novacite il y a quelques temps. Pourquoi? Parce que j'ai vendu avant et après les résultats de Novacite, parce que je trouvais que les résultats ils n'étaient pas en concordance avec ce que j'attendais. Donc j'ai relancé mon modèle. Mon modèle il me donnait des prix de la société qui étaient différents, et du coup j'ai vendu et j'ai trouvé qu'il y avait un arbitrage plus intéressant à faire en allant sur d'autres sociétés de vaccins et d'autres choses comme ça, parce que je voulais pas alléger ma poche Covid, parce que je pensais que le Covid on avait... Enfin, il y avait des choses qui m'indiquaient que le Covid, on allait encore en parler un certain temps. Donc du coup, je voulais quand même que mon portefeuille ait toujours cette partie défensive Covid qui soit aussi importante qu'avant. Donc j'ai acheté d'autres valeurs. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je calcule les risk-reward de toutes mes valeurs en temps réel. Enfin en temps réel. Enfin toutes les X temps, à chaque fois qu'il y a une news qui apparaît ou ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, bah, faut que j'arbitre. Donc j'ai soldé mes Novacites. Là, j'ai le cas contraire qui se met en place pour moi. C'est-à-dire que Novacite est beaucoup tombé. Donc par contre, j'ai relancé mon modèle et je me suis dit, ah, est-ce que Novacite, c'est pas une action que je pourrais rentrer en portefeuille et tout. Et typiquement, c'est un truc qui pourrait se passer. Typiquement, imaginons Eurobio et Biocinex, elles montent vers 35-40 euros. Parce qu'elles ont bien publié. Et parce qu'elles publient des bonnes news. Et Novacite tombe à 4 euros. Bah peut-être que je vais faire l'arbitrage inverse. Pourtant, je trouve que la qualité de gestion d'une entreprise comme Biocinex et Eurobio est bien meilleure que celle de Novacite. Mais je ferai le chemin arrière parce que si vous voulez, le risk-reward de toutes mes sociétés aura changé. Et du coup, je vendrai une partie des sociétés que j'estime de meilleure qualité pour investir sur une société que j'estime de moins bonne qualité, mais parce que son risk-reward, il me paraît plus intéressant que l'autre. Mais ça, vous pouvez le faire que si vraiment vous avez beaucoup d'informations sur les sociétés, que vous... Donc ça demande du temps et ça demande de l'investissement. Si vous comptez juste passer 5 minutes sur les marchés tous les jours et vous imaginez que vous allez identifier les sociétés comme ça et gérer correctement vos portefeuilles, c'est pas possible, hein. C'est... voilà. Vous pouvez pas avoir le fromage, la crémière, le beurre, la crèmerie. Enfin voilà, si les autres ils n'arrivent pas à avoir ça en passant beaucoup de temps, c'est pas en passant 5 minutes que vous allez réussir.